Eh bien voilà, je vous propose de démarrer gentiment. Ceux qui ne sont pas encore là nous rejoindront en cours de route. Je vais directement vous donner quelques petites instructions. Vous aurez peut-être vu sur la dia d'attente que vos caméras et micros sont coupés par défaut. Maintenant, vous avez tout à fait l'opportunité de poser vos questions au travers de l'onglet chat ou discussion, logiquement situé en bas de votre écran, éventuellement en haut, suivant les versions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Charles Dubois d'Anguet et moi-même tâcherons d'y répondre à la fin de l'exposé. Voilà, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier de vous être connecté et de participer à ce webinaire. Je me présente en quelques mots. Simon Lehane, chargé de mission au sein de la SBL Faune et Biotope. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de vous accueillir dans le cadre d'un projet qui s'appelle Chasse et Biodiversité, dans le cadre de ce webinaire, donc sur la régulation de l'effet de la prédation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Faune et Biotope, quel est notre credo? Tout simplement, le credo de Faune et Biotope consiste à mettre tous les acteurs en fait, du monde rural autour de la même table pour trouver les dénominateurs communs à tous ces partenaires en matière de protection de l'environnement. C'est un projet co-construit par un panel d'acteurs, ce qui va lui donner beaucoup plus de durabilité dans le temps, ce qui évite en fait d'avoir un projet qui est porté par un seul acteur et donc un projet beaucoup plus durable dans la durée. Alors, le webinaire d'aujourd'hui est rendu possible par le projet Chasse et Biodiversité, financé par la région Wallonne. Ce projet comporte en fait toute une série d'actions, dont plusieurs d'entre elles sont directement tournées vers le gestionnaire d'un territoire de chasse, donc vers vous en l'occurrence. Alors, à ce propos, ceux d'entre vous qui le désirent peuvent bénéficier d'un audit de territoire entièrement gratuit. Merci la région. Cet audit de territoire, en fait, consiste en une visite de votre terrain. On va un peu en analyser les faiblesses, les forces. On va un peu discuter gestion des prédateurs. On va discuter aménagement du territoire. Et à la suite de cet audit sur le terrain, vous allez ensuite avoir toute une série de possibilités, de choses à mettre en place pour justement permettre aux espèces petits gibiers sur votre territoire de se redévelopper. Alors, sans plus digresser, nous allons directement à présent parler de la prédation en plein agricole et son effet sur la petite faune. Alors, s'en suivra un exposé de Charles Dubois d'Anguin, secrétaire de l'Association des piégeurs autorisés de Wallonie, qui nous parlera des différents types de pièges qui existent et de leur utilisation en région wallonne. Alors, juste pour poser le cadre, il faut savoir que Faune et Biotope n'a pas pour vocation de prôner ou défendre la gestion de la prédation. Il y en a qui le font très bien et dont c'est vraiment l'objectif premier. Elle peut toutefois encourager la régulation des prédateurs sous certaines conditions quand il s'agit de préserver les populations d'une espèce menacée. L'une de ces conditions, eh bien, c'est notamment de ne pas omettre d'agir sur les deux autres piliers essentiels de la gestion d'un territoire de chasse, que sont l'aménagement du biotope, qui est vraiment l'une des parts vraiment les plus importantes de la gestion du terrain, et alors la régulation des prédateurs, et troisième pilier également la gestion des prélèvements ultra importants. Alors, ça me permet de faire le lien directement avec la gestion des trois piliers. Vous le verrez, un titre un peu énonciateur, c'est une théorie qui est éprouvée, mais malheureusement encore mal mise en pratique. Pourquoi est-ce que je vais parler de ça ainsi? Tout simplement parce qu'on se rend quand même compte qu'il y a beaucoup de chasseurs qui oublient l'un de ces trois piliers qui sont pourtant fondamentaux. Alors, certains se reposent sur un habitat d'une bonne qualité et négligent l'effet d'une prédation en pleine ascension. D'autres maîtrisent cet aspect à la perfection, une bonne régulation des prédateurs, mais oublient que c'est la qualité de l'habitat qui va conditionner la quantité et la densité de gibier présente sur le territoire. Certains, enfin, combinent à la fois aménagement de bonne qualité sur le terrain et contrôle de la prédation, mais oublient de gérer leurs prélèvements. Du coup, toute remontée potentielle du petit gibier est vouée à l'échec puisqu'on ne laisse pas le temps au territoire de respirer et de se redévelopper. Ce principe de gestion théorique semble donc vu et revu, mais on se rend quand même bien compte qu'il n'est pas souvent mis en pratique dans sa globalité. On oublie quand même souvent un des piliers. Alors, on ne pourra malheureusement pas aborder tous les détails de cette gestion en une seule soirée, mais on va s'attarder aujourd'hui sur la gestion de la prédation. Alors, on va un petit peu discuter de l'effet de la régulation des prédateurs, mais on va d'abord un peu voir est-ce qu'il y a
des phénomènes naturels qui nous prouvent qu'il y a réellement un impact du renard roux, par exemple, sur le lièvre d'Europe, de la prédation sur la petite faune des plaines, le petit gibier en particulier. Je suis sûr que certains se demandent encore s'il est possible de gérer un territoire sans s'occuper de la prédation. On entend encore souvent ce genre de théorie où moi je ne fais rien, ça marche, j'ai quand même du gibier. J'irai même encore plus loin en me demandant s'il n'y en a pas l'un ou l'autre, peut-être même parmi vous, qui se demande si la prédation est vraiment le facteur ou l'un des facteurs les plus importants qui empêche vraiment le retour du petit gibier. Alors, pour répondre à ça, eh bien, je vous propose de jeter directement un petit coup d'œil sur les deux graphiques qu'on voit ci-dessous en bas de votre écran et qui mettent en avant un phénomène tout à fait naturel. Alors, le premier phénomène, c'est un suivi en fait, des populations de lièvres bruns, de lièvres des montagnes et des populations de renards roux dans le sud de la Suède. Donc, c'est un suivi qui se fait depuis pas mal d'années. Vous pouvez remarquer qu'au début des années 1980, on a eu une épidémie de Galles, effondrement de la population du renard roux et en corollaire, boum, une remontée assez spectaculaire. Vous voyez en termes de milliers d'individus, la population de lièvres bruns et du lièvre des montagnes. Alors, dans le pays juste à côté, on a un cas avec le Danemark, ici. On voit que la Galles est arrivée un petit peu plus tard, certainement par échange de population. Et là, on voit très bien également la corrélation entre la diminution des populations de renards et la remontée du lièvre. Un petit peu moins impressionnant que sur l'exemple de la Suède, mais enfin, c'est quand même assez flagrant. Alors, un autre cas d'étude qu'on va un peu regarder, ceux qui se rappellent du passage de Nicolas Bicher il y a quelques années, qui était venu nous parler de la perdrix grise à différentes occasions, se rappellent peut-être d'un exemple qui se situe dans le sud de l'Angleterre. On a là-bas deux zones de projets expérimentaux, donc un projet mené par le Game Wildlife Conservation Trust, où on a deux zones de projet qui ont d'abord été inventoriées en termes de population. D'un côté, un territoire sur lequel il n'y avait pas encore de régulation, 223 perdrix l'année de démarrage du projet. L'autre territoire sans régulation non plus, 213 perdrix. Alors, dans un contexte de gestion synergétique cette fois, vous allez voir que les enseignements sont quand même assez intéressants à tirer. Alors, après 3 années, d'un côté, on a un territoire sans régulation, effondrement de la population, 79 perdrix. De l'autre côté, mise en place d'un plan de régulation, 318 perdrix. Vous voyez quand même que la différence en termes d'évolution des populations est quand même assez flagrante. Alors, on avance dans le temps. 3 ans plus tard, on inverse cette fois-ci les modes de gestion. Avec régulation, remontée fulgurante des densités de perdrix, 399. De l'autre côté, sans régulation, 128 perdrix, effondrement de la population. Donc là, on voit aussi que les possibilités de réguler les prédateurs doivent être vraiment prises en compte pour permettre aux populations de petits gibiers de se redévelopper le cas échéant. Donc dans ce contexte-ci, dans le cas de cette étude-ci, c'était tous les prédateurs légaux ouverts en Angleterre qui étaient permis à la destruction. Donc renards, mustélidés, corvidés également, avec les moyens de régulation que les Anglais connaissent. Alors, un autre exemple de lien au niveau de la prédation et des populations de gibier. Ici, on est sur un suivi des causes de mortalité du faisan de Colchide, un suivi qui a été réalisé par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, donc nos collègues français. Alors, on se rend compte qu'ici, on a des causes de mortalité qui mettent clairement en avant la prédation comme l'un des facteurs principaux de diminution d'une population. Je précise qu'ici, c'est un territoire donné à un moment donné. Je ne parle pas en termes d'habitat, puisque là, c'est vraiment une situation figée. Donc, vous voyez quand même que sur les 98 cadavres analysés, en tout cas retrouvés morts sur le terrain, la prédation était en cause pour 73% des individus. Alors, un autre projet qu'il est assez intéressant de pouvoir suivre, c'est le projet Pégase, donc de nouveau un projet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui regroupait en fait une collaboration d'une quinzaine de fédérations françaises. Et ici, on peut remarquer en fait les causes de mortalité de perdrix qui ont été suivies par télémétrie. Alors ici, c'est un peu particulier, c'est au printemps-été. Alors, on voit en distinction particulière, donc la prédation, encore une fois, a été la cause majeure de la disparition, en tout cas de la mortalité des individus. À noter toutefois une petite différence assez amusante à remarquer entre les poules et les coqs. Donc, le premier cercle tout à gauche, le troisième tout à droite.
vous voyez quand même qu'il y a une légère différence qui va être marquée encore plus par rapport aux prédateurs en question. Alors voilà, c'est tous des cas qui mettent en avant le fait que la régulation des prédateurs ne doit absolument pas être négligée, comme malheureusement ça l'est un peu trop souvent. Alors, je vais peut-être ici tordre le cou à certaines vieilles croyances. Je vais prendre un cas qu'on entend souvent dans le cadre du monde de la chasse. Ben, je vais dire, qui n'a jamais entendu un vieux chasseur ou un garde-chasse dire il ne faut pas tuer les renards territoriaux, ils chassent les jeunes et les empêchent de s'installer. Il vaut mieux un renard que deux jeunes sur la même surface. Les vieux renards se reproduisent moins bien que les jeunes, il ne faut pas réguler. Bon, ce genre de discours, on l'a déjà entendu maintes et maintes fois. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Alors, je vais prendre l'exemple de il ne faut pas tuer les renards adultes territoriaux, ils chassent les jeunes et les empêchent de s'installer. Alors, c'est vrai qu'un couple de renards fixé sur son domaine sera territorial envers tout individu extérieur. Seront seuls tolérés fatalement le partenaire sexuel au sein du couple et éventuellement une ou plusieurs femelles issues de la portée de l'année précédente. Je dis bien femelles. Les jeunes mâles, eux, ils sont systématiquement chassés hors du territoire dans le courant de l'automne et au plus tard, je veux dire au milieu de l'hiver. Les jeunes femelles, quant à elles, d'1 an, elles sont chassées un peu plus tard du territoire. Ben oui, fatalement, il y a une question d'hormones qui joue ici, ce qui peut expliquer souvent que sur les territoires où il y a une pression assez forte qui est mise en termes de régulation, on capture beaucoup plus de renards mâles en début de période de rut. Les femelles arrivent généralement un petit peu plus tard, on voit souvent un décalage d'1 à 2 mois. Alors, autre cas qu'on entend souvent, il vaut mieux un renard adulte que deux jeunes sur la même surface. En gros, ne régulons pas, gardons des renards adultes, sinon on va laisser faire venir plein de jeunes. Encore une fois, une telle affirmation ne sert la cause que de celui qui n'a pas envie de prendre du temps pour réguler. Alors, malgré le fait qu'on vient de le voir, ça a quand même un impact majeur sur l'évolution des populations. Alors, qu'en est-il réellement sur le terrain? Est-ce qu'il y a une scission claire et parfaite entre territoires? Les jeunes, est-ce qu'ils sont systématiquement rejetés par les adultes et traqués hors du territoire? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, pour ce faire, on peut profiter d'une étude qui a été réalisée par la Fédération des chasseurs de laine, donc nos camarades français à nouveau, qui a suivi pendant 2 ans une dizaine de renards équipés de balises GPS. Donc, à la fois des jeunes renardeaux qui ont été capturés au terrier, ainsi que des individus adultes. Alors, le but de cette étude était d'étudier les interactions qui peuvent exister entre individus au niveau local et la dispersion en elle-même juvénile. Après avoir identifié le couple adulte d'un territoire et défini les limites de celui-ci, déjà les chargés de mission de la fédération se sont rendus compte que le couple adulte avait des limites qui se chevauchaient par rapport au territoire de couples voisins. Donc, ils ont également remarqué, donc ici, c'est pour vous représenter schématiquement, il y a déjà une superposition de territoires, ce n'est pas des limites qui sont tranchées au couteau. Donc, on peut avoir des zones où plusieurs couples déjà vont cohabiter plus ou moins sur les mêmes zones, surtout s'il y a une compétition assez forte pour des ressources alimentaires localisées précisément. Alors, ils ont remarqué également une tolérance de présence de jeunes femelles issues de la nichée précédente, qui étaient tantôt soit tolérées au sein du territoire par le couple, mais qui étaient mis à l'écart des interactions du couple en lui-même, soit tolérées par celui-ci, au point même de participer à l'élevage des jeunes. Donc, ils participaient activement à l'élevage des jeunes de la nichée de la nouvelle année. Alors, de couple territorial, là, on a déjà un renard qui attrapait donc un statut avec presque une pseudo-notion de meute, avec un couple reproducteur accompagné d'une jeune femelle de l'année précédente et des jeunes de l'année en cours. Alors, ils se sont vite rendus compte aussi qu'il y avait un troisième phénomène, c'est qu'il y avait des renards qui étaient également observés, qui n'ont rien à voir avec à la fois les couples, les jeunes et les femelles encore acceptées sur le territoire. Certains individus, donc qualifiés de renards erratiques, étaient également de passage, et c'est comme ça qu'on a un brassage total sur toute la population. Alors, l'ensemble de tous ces individus formant évidemment une population de renards en évolution, ce qui peut expliquer aussi qu'on a l'impression d'avoir en permanence des mouvements de population, parfois des renards qu'on ne reconnaît pas d'une fois à l'autre, même si on les voit au même endroit. Et une idée donc, qui est bien cassée ici, que ce n'est pas parce qu'on garde un couple adulte qu'on n'aura pas d'autres renards. On peut avoir évidemment des renards qui se déplacent, des renards qui sont acceptés et des tailles de territoire qui diminuent.
Alors, pour ceux qui désirent en apprendre davantage sur les interactions sociales du renard entre individus et au sein d'une population, je ne peux que vous conseiller l'excellent livre de Jean-Steve Meillat, qui m'a été prêté par un ami ici récemment. Un excellent livre pour découvrir justement toutes ces interactions sociales au sein d'une population de renards. Donc, il faut savoir que Jean-Steve Meillat a consacré plus de 10 années de sa vie à l'étude de l'espèce dans le Jura suisse. Donc, un livre que je recommande franchement, n'hésitez pas. Il doit faire partie de votre bibliothèque. Alors, autre question souvent évoquée, quelle est la taille du territoire d'un renard? C'est souvent une question qui est évoquée lors de discussions autour de l'espèce, le nombre qu'il peut y en avoir sur le terrain et par corollaire la taille vraiment de son domaine vital. Alors la réponse à cette question, elle est quand même assez difficile à dire tellement cela peut varier d'une région à l'autre et d'un milieu à l'autre. Fatalement, un couple de renards en ville disposera de ressources alimentaires et d'un microclimat qui sera bien plus favorable qu'un couple installé au sein du plateau des Hautes-Fagnes. Et donc, du coup, la taille du domaine vital va s'adapter à la hauteur de ces différences. Alors, l'un des seuls éléments qui, moi, me permettent de pouvoir donner un peu une réponse que je pourrais apporter au niveau vraiment wallon, résulte dans un suivi que Thomas Lefebvre, donc un étudiant, a réalisé. Il a équipé en fait un renard d'un collier VHF. C'est une collaboration que nous avons mise en place avec le DEMNA. Nous avions capturé plusieurs renards comme ça, équipés de colliers VHF. Et donc, je précise que ce sont quand même, ici, on avait affaire à un renard adulte de plus d'1 an. Donc, ce n'est pas un jeune de l'année, c'est vraiment un adulte qui était déjà bien présent et fixé sur le terrain. Toujours pour la précision, ici, on était sur le conseil cinétique de SB, donc en plein centre de la région wallonne du côté de Namur. Alors, au bout de cette période de suivi, un domaine vital a pu être défini. Donc ici, vous avez une photo où on voit Thomas en train de réaliser un suivi. Donc, il triangulait la position du renard pour ensuite détecter ses mouvements sur le terrain et pouvoir répertorier la taille de son domaine vital. Alors ici, vous avez un exemple de ce que ça peut donner en termes de cartographie. Si on exclut les points les plus extrêmes, qui sont vraiment des cas issus, je vais dire, de la capture en elle-même. Donc on a eu une dispersion du renard qui a évidemment eu un coup de stress. Il est ensuite revenu sur son domaine. Si on fait une espèce de patate en reprenant les points jaunes là, que vous avez sur la cartographie, on se rend compte que son domaine vital s'étendait sur une surface qui oscille entre 200 et 250 hectares. Alors, si on extrapole un peu ce chiffre à l'échelle d'une plaine, on peut donc s'attendre à retrouver 4 coupes sur une surface territoriale de 1000 hectares. Alors, toujours en extrapolant un petit peu, en comptant une moyenne de 4 jeunes par couple, ce qui est relativement bas en regard des différentes études à ce sujet, cela ferait 24 renards sur 1000 hectares, après les mises bas. En comptant l'un ou l'autre renard en mouvement erratique additionné de l'une ou l'autre jeune femelle encore acceptée sur le territoire de ses parents, on peut s'attendre à atteindre des chiffres de 26 à 28 renards au 1000 hectares, soit presque 3 renards aux 100 hectares par kilomètre carré. À certaines périodes de l'année, évidemment, on tient compte des mises bas ici. Alors, ce qui est tout à fait en adéquation avec les résultats que certains piégeurs hors pair arrivent à avoir sur le terrain. On se rend compte que ça colle tout à fait sur le terrain, dans les zones où les densités de renards sont fortes, évidemment. Alors, on va un petit peu parler de la gestion à grande échelle. J'ai l'impression de parler de ça depuis pas mal de temps, mais on va se rendre compte que ça a toute son utilité. Pourquoi gérer à grande échelle? Simplement parce qu'on se rend compte que souvent la taille d'un seul territoire à l'échelle de la région wallonne est souvent trop petit. On gère trop souvent sur son territoire sans tenir compte de ce que font les voisins. Alors, je vais prendre le cas d'un projet de repeuplement en faisan. Déjà, on se rend compte que la dispersion du faisan est en moyenne de 2 km. Pour un territoire représenté comme le petit rectangle que vous voyez au milieu de la cartographie, on a un territoire qui là fait plus ou moins 250-260 hectares. Une dispersion de 2 km, vous retrouvez déjà qu'une zone de 1300 hectares. Donc, si vous ne faites pas participer vos voisins dans ce projet de gestion, c'est déjà voué à l'échec. Si je prends la dispersion juvénile du lièvre, qui est encore d'autant plus forte, on se retrouve avec des zones de l'ordre de 2000 hectares. 2000 hectares, je pense que ça fait penser à quelque chose pour certains d'entre vous. On en parle depuis longtemps au sein de l'association. On essaie vraiment de regrouper des chasseurs au sein d'unités de gestion d'une surface assez grande pour gérer justement les populations des espèces gibier, mais pas uniquement. Le renard a un facteur de dispersion juvénile d'autant plus grand, d'où l'intérêt d'avoir encore des zones beaucoup plus grandes et de tenir compte de la gestion qui est mise en pratique par les voisins. Alors, pourquoi justement le territoire est-il systématiquement réoccupé? Je prends le cas d'une zone de projet que nous avons l'occasion d'accompagner dans le temps.
la nature a horreur du vide. Si vos voisins ne font rien, vous pouvez être assuré que dans le mois qui suit la capture d'un renard, le territoire va être réoccupé. Ici, les flèches en rouge représentent un déplacement de l'ordre d'1 kilomètre, ce qui pour un renard ne présente absolument rien en termes de déplacement de population. On a des renards qui font parfois 10, 15, voire même 20 kilomètres pour partir du territoire où il est né pour se fixer sur un autre. Autrement dit, ici, je n'ai tenu compte que de la gestion du territoire des voisins, alors qu'idéalement, on devrait tenir compte d'une gestion à beaucoup plus grande échelle. Alors, de toutes ces questions autour du renard, on en a un peu éclipsé une autre qui aurait été plus sage de poser dès le départ, c'est quels sont les prédateurs au final qui sont les plus dommageables pour la petite faune sauvage. Alors, c'est vrai que le chasseur se braque très souvent sur le renard, mais est-ce qu'il est le seul à avoir un impact? D'autres prédateurs ont-ils un impact semblable, voire même plus conséquent? Eh bien, différentes études montrent l'importance majeure du renard, de la corneille et également des rapaces de manière générale. Mais c'est toutefois le renard et la corneille qui sont cités le plus souvent. La troisième catégorie pour les rapaces, là, on ne peut rien faire de toute façon. On ne va jamais vous dire de faire quoi que ce soit au niveau des rapaces, si ce n'est qu'il y a quand même une opportunité assez grande d'agir sur cet effet de prédation, notamment en travaillant sur les habitats pour diminuer la pression de ces prédateurs. Les aménagements d'habitat, qu'ils soient naturels ou artificiels, contribuent grandement à restreindre leur impact sur le petit gibier. On va voir un petit peu ça justement en détail. Ici, voilà un exemple de suivi dans le cadre du projet Pégase. Donc ici, on est sur un suivi de perdrix grise qui a eu lieu en Beauce, donc avec la Fédération des chasseurs de la Beauce, dans le cadre des lâchers de repeuplement. Alors, vous voyez ici les différentes espèces qui ont impacté les perdrix en question. On voit qu'il y a quand même une part relativement importante des rapaces. Oui, la Beauce, c'est quand même un territoire très très vaste avec peu de zones de refuge. Donc là, les rapaces ont eu quand même un impact très fort sur des perdrix qui ont été remis sur le terrain. On voit quand même un impact très fort des renards. Et puis également chats, fouines et compagnie. On voit différence donc, de prédation en tant que telle. Comment diminuer l'impact des rapaces? Un aménagement très simple que les Français font depuis déjà plusieurs années, voire même dizaines d'années, l'installation d'abris artificiels. Ça, n'importe quel territoire de chasse peut le mettre en place directement. Il ne faut évidemment pas hésiter à développer des abris naturels. On connaît les mesures agro-environnementales, on connaît la plantation de haies et d'îlots arbustifs. Ça prend un peu plus de temps à mettre en place. Il faut une collaboration avec les agriculteurs locaux, les communes et compagnie. Mais la mise en place de ces petits îlots arbustifs artificiels, ça, n'importe quel territoire de chasse peut le mettre en place. Est-ce que ça a été évalué en termes de bénéfices? Oui. Encore une fois, la Fédération des chasseurs de la Beauce a évalué une diminution des cas de mortalité par rapace de 45% à partir du moment où ce type d'aménagement couvrait de manière suffisante un territoire de chasse. 45%, c'est quand même pas rien, ça vaut la peine de le faire. Alors, je vous présente ici un autre cas de suivi. Cette fois-ci, on est sur une évaluation des cas de la prédation de perdrix observés en printemps-été. Donc ici, c'est toutes des perdrix qui ont été équipées de balises GPS et qui ont été suivies dans le cadre du projet Pégase. Alors ici, vous voyez quand même donc les différents prédateurs qui ont été mis en avant. On voit que déjà là, il y a une grosse différence par rapport à ce qu'on a vu à la prédation qui avait lieu en automne. Donc ici, on se retrouve au printemps-été sur des individus en pleine période de reproduction. Là, fatalement, les poules perdrix sont cachées à l'abri dans les céréales. On se rend compte que ce n'est pas tellement les rapaces qui ont une prédation forte dessus, bien que ça dépend un peu des années, mais c'est plutôt le renard et les mustélidés par la suite, ainsi que les chats, qui vont avoir une prédation forte, donc les prédateurs plutôt terrestres. Différence seulement si vous voyez le graphique tout à droite par rapport aux deux à gauche. Donc les deux à gauche, ce sont des poules, à droite, ce sont un graphique pour des coqs. On voit que les coqs sont beaucoup plus exposés à la prédation des rapaces. C'est tout à fait logique. Le coq, lui, pendant que la poule couve, est sur les bords en lisière de culture et donc est beaucoup plus susceptible de se faire repérer et donc malheureusement prédater. Voilà un petit peu un des éléments qu'il était intéressant de mettre en évidence par ceci. Alors, quelles sont les périodes de forte mortalité? Ici, je me suis amusé à reprendre les chiffres d'un suivi toujours dans le cadre de cette étude Pégase au sujet de la perdrix.
Et on se rend compte qu'il y a un facteur de mortalité qui est très connu, c'est celle qui se réalise en période de chasse, quand en fait tous les couverts, hein, les betteraves, le maïs, les couvertures hivernales commencent à disparaître. Là, nous, en tant que chasseurs, on est très conscients de ce facteur-là et on se rend compte de la disparition des individus. Alors, c'est une des périodes où les perdrix souffrent du manque de couverts en plein agricole. Maintenant, la seconde période de mortalité, la pire, car les oiseaux sont excessivement exposés en étant cloués au sol pour la nidification, alors je parle bien sûr ici du faisan et de la perdrix, c'est la période estivale. Donc on a vraiment deux périodes durant lesquelles il est vraiment très important de ne pas négliger l'effet de la prédation. Alors un autre petit graphique qui vous montre encore une fois la réussite du développement du petit gibier à plumes sur un territoire se basera essentiellement sur la réussite des premières pontes. Regardez un peu attentivement justement la différence entre les deux cercles de gauche et les deux cercles de droite. Sur les deux cercles de gauche, vous voyez que ce sont les cas de perte en fait des premières pontes et dans le second cas, des pertes des secondes pontes, les pontes de remplacement, les pontes de recoquetage. On voit que dans le cas des premières pontes, c'est essentiellement la prédation qui a une influence. Le machinisme agricole n'intervient que dans 9% des cas. Si vous prenez les pontes de remplacement, là, on a encore une pression très forte de la prédation, 41% des nids détruits. Par contre, on a 36% des nids, donc plus d'un sur trois, qui est détruit à cause des pratiques agricoles. C'est normal, on arrive un petit peu plus tard en période de moisson, et donc malheureusement, beaucoup de nids détruits. Donc, la réussite du développement du petit gibier à plumes d'un territoire, elle va se baser essentiellement sur la réussite des premières pontes. Car malheureusement, en cas d'échec, les pontes de remplacement, elles devront non seulement subir une pression due à la prédation, mais également une pression due au machinisme agricole. Alors, il ne faut donc pas négliger la régulation des prédateurs à la période adéquate, car après, malheureusement, il sera trop tard. Si vous faites un bon travail de régulation des prédateurs, mais que vous le faites trop tard, malheureusement, la pression aura eu lieu, donc vous aurez raté les premières pontes, et les secondes pontes qui seront tranquilles avec la prédation, malheureusement, seront impactées par le machinisme agricole. Alors, on va justement regarder un petit peu les périodes à laquelle, idéalement, il faudrait réguler. Donc, vous avez ici un petit tableau qui représente l'année, et on va se poser la question, à quelle période réduire les populations de prédateurs? Alors, on va également se poser la question, à quelle période le faire pour diminuer au maximum l'effet de la prédation, parce qu'on sait que cette régulation prend du temps. Ce n'est pas toujours facile de le faire durant toute l'année. Celui qui a le temps et les moyens de le faire, n'hésitez pas. On a vu qu'il y a plusieurs périodes au cours de l'année où il y a des pics de mortalité dus à la prédation. Il faut en tenir compte. Maintenant, si on manque de temps, quelle est la période durant laquelle il faut intensifier les efforts? On va regarder ça de plus près. Et pour ce faire, on va regarder quand le gibier est le plus vulnérable. Alors, on va s'intéresser aux faisans et à la perdrix. La période de reproduction et d'élevage des jeunes, elle va s'étaler d'avril jusqu'à même mi-septembre pour les derniers nids et la période de dépendance des jeunes perdrix et jeunes faisans. Et si on regarde la période de reproduction et d'élevage des jeunes chez le lièvre, là par contre, on est sur une période beaucoup plus longue. On a un pic évidemment de mise bas qui se situe sur juin, juillet, août. Maintenant, on a les premiers jeunes qui sont déjà nés dès le mois de janvier. Et donc, si on prend ça en termes d'évaluation, on va regarder un petit peu à quelle période il faudrait agir. Au niveau du renard, on va essayer d'éviter d'avoir des nichés à nourrir. C'est le moment où le renard va faire le plus de dégâts. C'est quand il doit nourrir ses jeunes. Donc, on va essayer de réguler le renard un petit peu plus tôt dans l'année pour ne pas avoir trop de femelles gestantes et qui mettraient bas sur le terrain. La corneille, elle, a un impact beaucoup plus fort également sur le lièvre. Et donc, on va regarder quand est-ce qu'une régulation active peut se faire également. Et donc là, on a une période qui va s'étaler de mars à août. On va éviter d'avoir une trop forte perte de jeunes lièvres sur cette période-là. Et donc, quand on recoupe ces différentes données, on se rend compte qu'en fait, si on n'a qu'un moment à consacrer à la gestion des prédateurs sur son territoire, idéalement, il faut essayer de partir sur les mois de mars, avril, mai, voire même juin. À ce moment-là, si vous arrivez à diminuer le nombre de prédateurs que vous avez sur votre territoire, que ce soit en termes de renards pour avoir moins de nichés, mais également en termes de couple reproducteur pour la corneille, qui peut occasionner de très gros dégâts sur les œufs et sur les jeunes lièvres notamment, là, vous serez tranquille. Donc, si vous devez vraiment insister à un moment donné, si vous devez vraiment faire le choix de vous dire à ce moment-là, je fais tout ce que je peux pour diminuer la pression de la prédation, c'est mars, avril, mai.
Alors, à quelle vitesse est-ce qu'un territoire va être recolonisé? Ben ça va dépendre évidemment de plusieurs facteurs. Vous avez évidemment la densité de prédateurs dans le secteur concerné en regard à la capacité d'accueil du territoire. La densité de renards sur le conseil cinétique de SB ou d'Ilorno est supérieure, par exemple, au conseil cinétique de la Tudini, qui, à l'heure actuelle, a une population de renards affectée par la gale. Je pense notamment au conseil cinétique du Pays de Herve, qui a vu ses populations de renards diminuer suite à la maladie de Carré qui s'est développée. Donc, là aussi, vous allez avoir un jeu de facteurs densité et colonisation qui va s'entrechoquer. Alors, il y a la période de l'année aussi. Il y a des moments, fatalement, où on a beaucoup plus de déplacements de population, que ce soit évidemment au niveau des populations de corneilles, mais surtout évidemment de renards. Hein. À partir du moment où les jeunes mâles sont chassés du territoire des adultes et qui cherchent un territoire vacant, on peut avoir de gros facteurs de déplacement à ce moment-là. Et alors, il y a évidemment un autre critère qu'il faut prendre en compte, c'est l'effort de piégeage dans le secteur concerné et aux alentours. Fatalement, s'il y a un gros effort de régulation qui est fait à large échelle, vous sentirez moins l'afflux de nouveaux arrivants arrivés chez vous. Alors, comment faire pour augmenter la période de tranquillité avant une recolonisation? Eh bien, il faut convaincre les voisins d'agir de concert pour une efficacité augmentée à la fois dans l'espace et dans le temps. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut idéalement pouvoir s'arranger entre voisins pour avoir une gestion de la prédation qui va se faire à une échelle beaucoup plus grande. Alors, comme je dis toujours, piéger chez soi, c'est bien. Piéger avec les voisins, évidemment, c'est encore mieux. Et si les voisins n'ont pas le temps, bon, pas de chance pour vous. Il faut essayer d'en tenir compte. Et ça, je dois dire, j'applaudis à deux mains les conseils synergétiques qui partent dans cette voie-là. Il y a de plus en plus d'organisations, d'opérations de régulation qui se font de manière ponctuelle, pendant une journée ou un week-end, et qui se font à grande échelle. Tout le monde a déjà parcouru son bosquet pendant un moment pour faire bouger quelques renards ou en fin de saison tirer un coq-faisant, et on se rend compte qu'on a des renards sur la feuille. Donc, de manière individuelle, ça marche. De manière collective, ça marche encore mieux. Impliquer un ensemble de territoires durant une journée ou un week-end, sous la responsabilité des conseils synergétiques pour la mise en place de ces actions, ça fonctionne. Plusieurs le font d'ores et déjà. Si vous êtes administrateur d'un conseil synergétique, moi, je vous encourage vraiment à pousser vos membres à participer à ce type d'opération. Si vous êtes membre d'un conseil synergétique, sollicitez votre conseil d'administration justement pour organiser une journée au renard ou à la corneille. Le résultat est garanti. On a des très beaux résultats qui sont faits sur plusieurs conseils à ce sujet. Voilà, moi, en ce qui concerne ma partie, donc vraiment, pourquoi réguler, est-ce efficace, quand on le fait et compagnie, j'en ai terminé. On va se retrouver dans quelques instants. Je vais céder la parole à Charles Dubois-Danguien, donc Charles qui est secrétaire à l'Association des piégeurs autorisés de Wallonie et qui va nous présenter en détail les différents types de pièges que vous pouvez utiliser sur le terrain, ceux qui fonctionnent et tout ça à la suite. Voilà, bon visionnage. Alors, laissez-nous juste un petit instant qu'on puisse envoyer la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet discussion ou chat. Nous essaierons d'y répondre par la suite. Voilà. Je ne sais pas si on m'entend. Simon. Oui. Voilà. Alors, bonsoir. Ici, mon rôle va simplement se borner à vous citer les pièges utilisés en Wallonie. En fait, c'est un extrait, ce sont des extraits des cours donnés par l'Association des piégeurs autorisés de Wallonie, dont je suis le secrétaire et un moniteur. Alors, pour catégoriser les pièges, je vais partir sur les 5 catégories qui existent en France. Chez nous, il n'y a pas de catégorie. La législation nous dit ce qu'on peut utiliser et ce qu'on ne peut pas utiliser. Mais pour faire ça de façon plutôt systématique, voilà. En France, vous avez une première catégorie, ce sont tous les pièges par
contention sans entrave. Et on trouve là-dedans, on va les revoir après, les boîtes à fauves, les putoisières, les nasses, les pièges-cages. En France, vous avez une deuxième catégorie, ce sont les pièges tuants. Piège à E, piège en X, piège à pas carné. Ils sont strictement interdits par la législation en Wallonie. Il y a une exception, c'est une liste de 13 espèces dont je vais parler par après. Troisième catégorie, qui est un piège qui est utilisé assez bien, le collet à arrêtoire. Quatrième catégorie, les pièges à lacets, Belle-Île, Billard, Godwin, PBR, Ringan. En fait, ce sont des pièges à enterrer et à couvrir de terre. Nous allons les revoir par après. Et en France, il y a une cinquième catégorie, ce sont les pièges entraînant la mort par noyade, qui sont également interdits chez nous. Il y a une petite exception pour les rats musqués. Alors, les 13 espèces sans statut de protection particulier, ce sont les rats, rats noirs, rats bruns, rats des moissons, rats musqués, 9 autres types de rongeurs, souris, mulots, tous les campagnols et les taupes dont personne ne s'inquiète et qu'on peut tuer à l'envi ici sans aucun souci. Alors, dans la catégorie 1, aux normes françaises, il y a une première catégorie de pièges, par contention, donc sans entrave. Vous avez les cages à pilles et cages à corneilles, soit sous forme de camembert avec 1, 2, 5, 8 entrées parfois. C'est pour pouvoir piéger, vous devez pouvoir disposer, vous devez avoir une autorisation de dérogation à la protection des oiseaux. Donc, on n'est pas dans le cadre de la destruction, c'est une dérogation. Beaucoup de conseils synégétiques les donnent systématiquement à leurs membres, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on peut utiliser uniquement des espèces similaires à celles visées. Donc, comme appelant, vous allez pouvoir utiliser une pie vivante ici, ou ici c'est une corneille en plastique qu'on a mis, mais vous pouvez utiliser une corneille comme appelant au niveau de votre cage. Un autre système, c'est l'utilisation d'une corbotière. Cette fois-ci, vous en voyez une ici qui est mobile. Alors, pourquoi mettre une corbotière mobile? Parce qu'on a remarqué que parfois, à certains endroits, sur certains passages, les corneilles passaient et à d'autres plus, qu'elles passaient à certains moments. Et donc, il est parfois utile de pouvoir déplacer sa corbotière. Mais, je reviens ici, voilà encore un autre modèle plus récent qui vient d'être réalisé par un piégeur français. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une corbotière de luxe comme ça pour qu'elle fonctionne. Voilà d'ailleurs 3 autres modèles. Un modèle beaucoup plus traditionnel en bois. Évidemment, l'idéal, c'est de la placer à l'endroit où vous allez attraper un maximum de corneilles. Voici un autre modèle en bois également. On les place en général en bordure de bois, mais ici, c'est placé dans un verger. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais vous voyez là, le piégeur a eu l'idée intelligente d'utiliser les éventuelles corneilles qui seront prises dans la corbotière en mettant une cage ici pour éventuellement choper un renard qui, par curiosité, viendrait tourner autour de la corbotière dans laquelle devraient se trouver des corneilles. Alors, vous avez évidemment ici un modèle hyper luxueux. Ça coûte parfois 500-600 euros quand vous avez ici une corbotière tout en galvanisé. Alors, voilà encore un autre modèle à 4 entrées où vous avez ici un appelant qui est une corneille noire. Ne jamais oublier de mettre, ici je ne pense pas que ce soit le cas, c'est une mauvaise illustration, mais de mettre un perchoir à manger et à boire à votre appelant et une couverture au-dessus, de façon à le protéger de la pluie. C'est surtout vrai si vous utilisez une pie comme appelant. Un piège moins utilisé, il s'appelle le pouce au cul. Il était utilisé avant pour piéger le jet, qui est une espèce protégée. Mais vous pouvez utiliser ce type de piège pour essayer d'attraper votre premier appelant si vous n'avez pas un voisin aimable qui vous prête votre premier appelant. Un bon conseil, utilisez toujours, de préférence en tout cas, un appelant qui vient d'un autre territoire que le vôtre. C'est beaucoup plus prenant
au niveau des pilles ou corneilles que vous voulez attraper. Un autre modèle de cage ici, donc c'est toujours un piège par contention, c'est ce qu'on appelle un jardinet. Ce piège est notamment utilisé pour le piégeage des ratons laveurs, qui sont d'ailleurs très habiles pour relever éventuellement les portes si vous n'avez pas de système qui permettent de les caler. Le jardinet, vendu par Enon en France, c'est un bon moyen de piéger le raton laveur. Alors, les cages à fauves ou chatières, qui sont destinées principalement aux renards, ratons laveurs, ragondins, fouines, putois. On va les repasser en revue aussi. Ah oui, une petite petit rappel, ou un appel pour certains. Contrairement à la France, où tous les pièges doivent être relevés 2 heures après le lever du jour, chez nous, en Wallonie, pour l'instant, ils doivent l'être tous les jours, et ce, avant midi. Donc, tous les pièges devront, quels qu'ils soient, pas uniquement les cages, mais doivent être relevés au moins une fois par jour, et ce, avant midi. Voici quelques exemples de cages à fauves. Vous avez la cage traditionnelle ici en bas à gauche avec les portes verticales. Donc, un déclenchement sur la palette va faire tomber, quand l'animal va venir passer sur votre palette, va faire tomber les portes. Ou vous avez un même système ici, où vous avez les portes qui sont horizontales. L'avantage, c'est que vous avez ici, avec ce genre de piège, vous pouvez piéger plus facilement le raton laveur parce que vous avez des barres ici qui viennent, lorsque la porte tombe, on la voit ici, caler la porte et donc elles prennent moins de place, mais elles ont un dispositif qui permet de caler la porte. Mais si vous disposez chez vous d'un ancêtre en bois comme ça, ben, ça fonctionne tout aussi bien. Une cage qui devrait être plus utilisée, c'est une cage à renardeau. Évidemment, ici, elle est dessinée comme ça, mais quand vous allez la placer, vous allez devoir d'abord être sûr que la mère soit sortie le matin. Donc, c'est une cage qui se met après que la mère soit partie. Et vous devez l'arrimer très fortement, parce que si vous ne revenez pas voir, il faudra que vous partiez pour que les renardeaux essayent de sortir. Quand ils vont sortir, ils vont tomber, ils vont venir se mettre ici. Il n'est pas rare d'en trouver 3 ou 4 à l'entrée comme ça d'une gueule de terrier. Mais la mère, si elle revient avant vous, elle va essayer de gratter pour essayer de la libérer. Donc, vous avez vraiment intérêt à quand même bien la fixer. Ceci, c'est une cage, de nouveau, cage à fauve un petit peu particulière. Elle est destinée principalement au piégeage des ragondins. On n'en a pas encore beaucoup en Wallonie, mais ça ne saurait tarder. Alors, la boîte tombante, le système, c'est un piège à demeure, c'est-à-dire que vous allez le fixer en général pour des années, sauf si on vient vous la détériorer, ce qui est malheureusement de temps en temps le cas. C'est une boîte que vous allez grillager entièrement au-dessus, sur les côtés. Vous allez la poser sur un grillage et vous allez venir mettre un appât ici sur la palette. Palette qui, lorsque l'animal, essentiellement renardeau, fouine, martre, là où elle peut être piégée, donc pas chez nous, va essayer d'enlever l'appât. Ici, c'est un appât mort, évidemment, une corneille, une pie, un ramier. Ben, le système ici va déclencher et la boîte va tomber sur l'espèce visée. Un piège anecdotique, car à mon sens très peu utilisé, mais quand même, c'est une putoisière. Donc, c'est exactement la même chose qu'une beletière en bois, mais avec une dimension plus grande. Alors, on arrive vraiment, à mon sens, un des pièges les plus utilisés, c'est le collet à arrêtoir. Alors, de quoi est-il composé? Ben, vous avez un câble qui fait au moins 95 cm. Vous avez trois choses à respecter. Vous devez avoir un système, soit qui empêche la torsion du câble. Alors, on peut remplacer ici un émerillon par éventuellement une virole canadienne, mais enfin ça, il faut qu'il y ait un système qui empêche le câble de se tordre. Vous avez
ici une barrure ou un anti-retour qui va permettre, lorsqu'il y a traction sur le câble, de maintenir le câble fermé. Et vous allez ici placer à 21 cm un arrêtoir inamovible. Hein. L'objectif, c'est d'attraper votre renard ici vivant et de pouvoir éventuellement, si ce n'est pas un renard, si c'est un lièvre ou un chien, le relâcher. Donc, aucun piège tuant en Wallonie. Donc, je rappelle, l'arrêtoir, il est inamovible. Hein. Il ne s'agit pas de mettre un raccord de lustrerie avec oh zut, ce ne sont pas des collets, ce sont des collets à arrêtoir. Anecdotique, le lanceur, le collarum ou le lanceur de collet, bon, c'est un piège qui est utilisé essentiellement en Espagne. Le principe, c'est que l'animal vient chercher un appât qui se trouve sur une extrémité comme ça, et il y a un système de déclenchement qui fait que vous avez un ressort qui va jeter le collet autour du cou de votre renard. Ah. Autre catégorie de pièges, on arrive dans la catégorie 4, c'est-à-dire les pièges à lacets. Donc, je rappelle que tous les pièges doivent être relevés tous les jours et ce avant midi. Alors, le principe général de pratiquement tous ces pièges, c'est qu'ils sont tous enterrés. Donc, vous avez soit un leurre, soit un appât qui va être attractif pour votre renard. Oui, ces pièges-là ne peuvent être utilisés que pour le piégeage du renard, c'est très clair. Hein? Alors, si vous piégez par inadvertance une fouine, ben voilà, mais ça doit être destiné normalement et uniquement au piégeage du renard. Alors, vous mettez un appât et puis vous allez mettre à proximité de cet appât, suivant différentes techniques, mais ça, on ne va pas revenir sur ça. On va revenir sur ça. Vous allez pouvoir utiliser tous ces pièges-là et encore bien d'autres pour piéger le renard. Donc, un des premiers qui a été fortement utilisé, c'est le Belle-Île. Pour l'anecdote, M. Belle-Île, l'inventeur, est décédé il y a 2 jours. Il était canadien. Et c'était un grand piégeur et il a fait énormément. Vous avez ici un piège, donc c'est une palette avec un arceau, 2 arceaux ici, et vous allez venir mettre non plus un lacet, mais un collet, non, pardon, non plus un collet, mais un lacet qui va être attaché à un piquet via un câble, via une chaîne, etc. Le renard, lorsqu'il va appuyer avec sa patte sur la palette, hein, il va faire déclencher les 2 arceaux et en retirant sa patte, il va entraîner la fermeture du lacet autour de cette patte. Donc ça, c'est un des pièges, le Belle-Île. L'avantage du Belle-Île, c'est qu'il avait 2 ressorts, donc la fermeture de l'arceau se faisait plus facilement. La détente, donc le système qui maintient la palette, doit toujours être orientée vers l'appât, comme on dit, à midi, vers l'appât. Et la barrure anti-retour, on la voit ici c'est une slim lock, la barrure anti-retour doit se trouver soit à 9 h ou à 15 h si on considère que la détente est à midi. Un autre piège français, celui-là, c'est le piège Albert. Le principe est exactement le même que le Belle-Île, sauf qu'ici, vous n'avez qu'un seul ressort et de l'autre côté, un système de fixation. Mais c'est aussi des arceaux. Vous avez un lacet et c'est le renard qui, lorsqu'il va appuyer sa patte sur la palette, va entraîner la fermeture des 2 arceaux et de ce fait, alors, faire en sorte que le lacet se ferme sur la patte de l'animal. Un piège un peu plus moderne, c'est le PBR. Le PBR, c'est le piège billard qui est fabriqué par Hénon. Alors, le billard, là, c'est toute une technique et on arrive dans ce qu'on appelle les pièges actifs, c'est-à-dire que le piège va déclencher de lui-même et le renard devra évidemment appuyer sur la palette, mais c'est en appuyant sur la palette
que le système ici de ressort va faire monter le bras et faire se fermer automatiquement le lacet ici sur la patte du renard. Donc, vous risquez moins de rater au sens que vous allez prendre le renard en principe plus haut sur la patte, plutôt au niveau du coude qu'au niveau de la patte. Ça, c'est toujours théorique. Je vous montre ici deux systèmes d'anti-retour. Donc, vous avez une barrure Adams qui était plus utilisée maintenant. Maintenant, via le Canada, il y a moyen de se procurer relativement facilement des slim locks qui ont l'avantage de mieux glisser et de mieux se refermer sur la patte enfin, de mieux serrer le câble. Autre piège, toujours même principe, une palette, c'est le Maroc. Le Maroc, c'est un piège qui est inventé et qui a été normalisé il y a peut-être il n'y a pas 10 ans qu'il existe sur le marché. Toujours même système, un lacet. C'est un piège actif ici. Donc, le renard, en appuyant sur la palette, va déclencher le ressort ici, ressort qui va être entraîné ici par les petites dents et qui va entraîner les petites dents et qui va relever le lacet qui se trouve là. Ne pas oublier évidemment de toujours bien fixer ces lacets. Un ancien piège, l'ingant, qui est aussi un piège actif, qui a été inventé par M. Ingant. Toujours à peu près le même principe, une palette, un lacet, et ici vous avez déjà un système de ressort qui va entraîner la fermeture du lacet. Alors évidemment, dès que M. Ingant a perdu ses droits, il y a M. Inguiol qui a inventé un piège qui est beaucoup plus moderne, mais c'est exactement le même. Ça, c'est un piège d'il y a 50 ans. Et ici, il y a peut-être 3-4 ans, Inguiol a inventé, forcément, quand les droits ont été abandonnés au niveau du piège Inguiol, il est plus beau, hein, il est tout aussi actif. Voilà. Un autre piège, beaucoup plus léger parce qu'il est en aluminium, c'est le maréjol. Piège aussi qui date de 5-6 ans, pas beaucoup plus, donc on n'a pas beaucoup de recul par rapport à ça. Le principe ici, il est toujours le même. Vous avez une palette. Ici, vous avez deux ressorts qui tendent une détente qui, lorsque de nouveau l'animal va appuyer sur la palette, cette fois-ci, c'est aussi un piège actif. Ce système va se déclencher et hop, votre barre là va remonter et faire se fermer le lacet automatiquement sur la patte de l'animal. Alors, pour information, ici, on est envahi de ratons laveurs en région wallonne. Il y a quelques années qu'on le sait, mais maintenant, ça devient vraiment problématique. Il est, je pense, on n'en voit pas encore tellement les conséquences parce qu'il est encore trop cantonné au sud du sillon Sambre-et-Meuse, mais il arrive au nord. Hein, on en a déjà vu. Moi, sur mon territoire, dans la région de Braine-le-Comte, j'en ai déjà vu des traces et tout. J'ai un voisin à Écosine qui en a vu aussi. C'est le raton laveur. Alors, ce piège-là, qui est un piège à lacet de pattes, vient d'être homologué en France. En Wallonie, je pense qu'il devrait pouvoir être utilisé parce qu'il est vraiment hyper sélectif. Il est utilisé exclusivement pour le raton laveur, qui est une espèce exotique envahissante et donc qui est à réguler. Ce n'est pas un gibier, mais sa régulation est hautement souhaitée. Et voilà un exemple de raton qui est pris dans un piège à lacet de pattes. Alors, pour information, vous avez des pièges à ramusquer. Donc, chez nous, je vous ai dit que les pièges tuants, noyants, la catégorie 5, étaient interdits. Ils sont cependant quand même utilisés par le service public Wallonie, la cellule de piégeage, pour attraper les ramusqués. Ce sont des nasses que l'on place en général dans les petits cours d'eau et qui permettent, avec appât ou sans appât, d'attraper les ramusqués. Alors, je vais vous conseiller 2 livres, si jamais ça vous intéresse. Ils sont vraiment intéressants, écrits par un ami, Le piégeur aux 1000 renards ou
odeur, appât et leurre plus spécialisés. Claude Roch a écrit d'abord une partie de son expérience ici. 1000 renards, c'est pas rien. Nous, on est tout fiers quand chaque année on en piège 35-40 sur à peu près 1000 hectares. Mais lui, 1000 renards, je vous dis, c'est une carrière. Hein. Et puis, comme il n'était pas plus trop content de ses résultats, ben, il s'est développé, est allé au Canada et il a commencé à utiliser un système qui est le système de leurre. Et il a écrit un livre extrêmement intéressant. Ceux qui suivent la formation à la PAU auront l'occasion d'avoir une information plus approfondie sur ce sujet. Sinon, vous pouvez me commander, ma promo, hein, on n'en prend rien dessus, 30 € pièce auprès de la PAU. C'est relativement simple, c'est charles@apao.be. Vous m'envoyez vos coordonnées et je vous explique comment les procurer. Ben voilà la preuve que Claude Roch est un ami. Lors d'une journée de la chasse à Verlaine, Eric Felster, Dimitri, moi-même et Claude, nous discutions sur le PPR. Voilà, je vous remercie et je vais repasser, je pense, la parole à Simon. Merci. Voilà. Un grand merci, Charles, pour toutes tes informations et précisions. Alors, moi, je vais vous parler maintenant, pour conclure gentiment. On vous a évoqué le fait de la nécessité de la régulation des prédateurs. Alors, on est conscient que c'est une action qui est très chronophage, mais qui est nécessaire. Pour ce faire, soit on a l'occasion de le faire soi-même, soit il faut se faire aider. On a la possibilité d'avoir un contrôle par un acteur tiers. Il ne faut pas hésiter à faire appel à l'un de ces agriculteurs qui est présent sur le terrain et qui, dans bien des cas, sera tout content de pouvoir contrôler une cage à cornets et compagnie qui, de toute façon, ennuie aussi, donc les corvidés ennuient aussi l'agriculteur dans son travail. On peut demander à des riverains locaux, ils ne sont pas tous anti-chasse, encore moins quand ils ont un poulailler ou un pigeonnier chez eux, ne pas hésiter à en profiter, ou toute autre personne qu'on connaît au niveau local. Alors, il y a un autre aspect qu'on peut également aborder, c'est les contrôles à distance. Il y a deux solutions qui sont possibles. D'un côté, il y a les caméras détection automatique avec renvoi de SMS ou enfin MMS pour les photos ou de mail avec une photo intégrée. Et il y a également les détecteurs de capture. Ici, c'est le modèle de chez Ostabi, qui est un petit boîtier à fixer. Donc, c'est vraiment tout petit, hein, c'est pas plus grand que ça, qui est un petit boîtier qu'on fixe sur le piège. Dès qu'il y a un mouvement du piège, donc dès que le piège déclenche parce qu'il y a capture, il envoie un SMS d'information pour préciser que le piège a fonctionné, qu'il faut aller contrôler. Alors, pour le moment, au niveau de la part où on se pose la question, il y a un petit vide juridique par rapport à l'utilisation de ces techniques. En termes de texte de loi, il est précisé qu'on doit relever ces pièges tous les jours avant midi. Mais il n'est pas précisé qu'on doit être physiquement présent sur place pour réaliser ce contrôle. Donc, en théorie, et je dis bien en théorie, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, nous pourrions utiliser ces systèmes de contrôle à distance pour réaliser le contrôle de nos pièges, ce qui pourrait faire gagner un temps précieux, d'autant plus si le titulaire de droit de chasse est assez loin de son territoire. Donc, ne pas hésiter à les utiliser dès qu'on aura eu une précision à ce sujet pour voir s'il est légal ou pas d'utiliser ces moyens de contrôle à distance. Alors, on en arrive gentiment à la conclusion ici de ces deux exposés. On aura vu que le piégeage est un effort donc, qui est à réaliser sur le long terme avec des résultats qui arrivent selon l'intensité des moyens mis en place. On l'a évoqué en début de présentation, si c'est pour mettre un piège et prendre un renard tous les 3 mois, faire ça ou ne rien faire, autant ne rien faire du tout, vous n'aurez aucun impact sur vos populations de gibier. Il est nécessaire de piéger en continu, c'est-à-dire idéalement tout au long de l'année. La nature a horreur du vide, ce qui veut dire que si vous piégez pendant une semaine et puis que vous ne faites plus rien, encore une fois, ça n'aura pas d'effet.
On l'a évoqué tout à l'heure aussi, ne pas hésiter à développer les aménagements sur votre territoire de chasse. Cela permettra de baisser la diminution et l'effet de la prédation. Alors, la législation, les types de pièges et les techniques existent et ne demandent qu'à être mises en œuvre par les gestionnaires de territoire. Alors surtout, profitez-en. On a évoqué toute une série de choses ici. Vous pouvez bien sûr poser vos questions. On va avoir maintenant une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à en profiter pour poser des questions plus précises sur une technique, un moyen d'utiliser un piège, savoir si c'est légal ou pas, qui peut piéger et compagnie. Et alors, je rappelle quand même une petite maxime, piéger chez soi, c'est bien. Piéger avec les voisins, c'est mieux. Parler avec vos voisins, c'est malheureux, mais on se rend compte souvent que quand on fait parler deux voisins qui avancent regarder en chien de faïence, au final, ils ont les mêmes objectifs de gestion. On ne parle pas assez entre voisins de chasse. Prenez le temps un jour de l'inviter chez vous et vous verrez qu'au final, la personne que vous avez en face de vous a la même vision. Alors, pour aller un cran plus loin, je vous invite à participer le samedi 20 février à une séance de formation, cette fois-ci technique, à la régulation des prédateurs. Donc, c'est organisé sur une demi-journée. On respecte évidemment la législation en matière de crise sanitaire. Donc, on forme des petits groupes de 3 personnes. Donc, on peut accueillir plusieurs groupes le matin et plusieurs groupes l'après-midi. Vous avez 6 ateliers différents, soit durant le matin, soit durant l'après-midi. Donc, c'est une demi-journée. Et l'idée, c'est de rencontrer en fait donc des chasseurs ou des gardes-chasse passionnés qui vont vous expliquer une technique de régulation d'un prédateur en particulier et qui va vous donner un peu ces trucs et astuces. Donc, il y a un petit temps qui est consacré à chaque module, à chaque stand. Et l'idée, c'est d'avoir une technique qui est présentée et en plus de ça, la possibilité de manipuler vous-même les pièges. Alors, on va évoquer évidemment le collet, la boîte tombante, qui sont 2 pièges qui sont vieux comme le monde, mais qui sont ultra efficaces. On parlera du PBR au tas de fumier et d'autres techniques. Les corneilles au poste fixe, comme par ici au faux ballot en paille, technique qui fonctionne à merveille, très important la régulation des corneilles. On parlera du piège à gueule placé au Dortolset, donc une technique de piégeage particulière qui peut d'ailleurs être utilisée avec différents types de pièges, comme l'a évoqué Charles. On parlera de la chasse aux sauteux et aux faux terriers, une technique allemande qui s'expatrie gentiment chez nous, et d'autres trucs et astuces pour atténuer l'effet de la prédation. Alors, je tiens encore une fois à vous remercier pour votre participation et pour votre écoute. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Maintenant, c'est ma collègue Sarah Christofoli qui va reprendre un panel de questions. Elle a essayé de, entre guillemets, faire un peu sauter les doublons parce que vous avez été plusieurs à poser parfois des questions qui étaient un peu similaires. À présent, elle va donc nous poser des questions à la fois à Charles et à moi-même pour voir un petit peu si on peut vous apporter des précisions et des détails sur différentes choses. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. On a quand même encore un petit temps consacré à un échange de questions-réponses, donc n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Bonsoir à tous, j'espère qu'on m'entend bien. Donc effectivement, il y a eu une série de questions. Je vais commencer par une question peut-être pour toi, Charles, une question un peu plus générale. Qui peut piéger? Faut-il être reconnu comme piégeur ou est-ce qu'un simple citoyen pourrait décider de piéger par exemple au fond de son jardin? Et lorsqu'on a le droit de piéger, où peut-on piéger? En fait, la législation est relativement simple. Le piégeage dépend d'un décret sur la destruction. Donc, il faut impérieusement obtenir une autorisation de destruction du DNF pour pouvoir piéger. Donc ça, c'est déjà avant tout et pour tout. Alors, le problème se pose au niveau essentiellement de la mise à mort de l'espèce piégée et visée, parce que pour pouvoir mettre à mort un animal, il faut que ça se fasse de façon propre, rapide, immédiate, sans attente. Et donc, l'idéal, c'est d'avoir un permis de chasse pour pouvoir détenir une arme, pour pouvoir mettre à mort un animal. Ceci dit, en destruction, aucune limite territoriale n'est exigée. Donc, vous n'avez pas besoin de 25 hectares au nord du Simon-Sambre-et-Meuse ou 50 au sud pour pouvoir détruire.
Récemment, j'ai obtenu une autorisation de destruction pour du lapin sur une surface qui n'est pas chassable parce qu'il y a de véritables dégâts. Je ne sais plus quelle était la première. Donc, il n'y a pas de numéro d'agrément en Wallonie, contrairement à la France, où là, vous êtes obligé de passer un examen devant l'Office français de la biodiversité pour pouvoir avoir un numéro d'agrément qui est propre à chaque département. Mais en Wallonie, ça n'existe pas. Par contre, il faut que vous ayez une autorisation de destruction. Alors, cette autorisation, elle peut être demandée soit pour des raisons de protection de la faune et de la flore, donc c'est en général demandé par le titulaire des droits de chasse, soit par l'occupant, donc l'agriculteur qui subit des dégâts. Donc en gros, ce sont les deux personnes qui peuvent demander. Alors ça existe aussi au niveau des éleveurs. Donc si vous avez un élevage de volailles et que vous êtes envahi de fouine, ou même un particulier, vous pouvez demander et charger alors quelqu'un de venir détruire chez vous. Mais toujours sur base d'une autorisation envoyée au niveau du DNF, obtenue à partir au DNF. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une question, Simon, en lien avec voilà, un passage de ton exposé où tu expliquais que la gestion du renard, sa régulation permet d'augmenter les populations de perdrix. Et donc, la personne qui a écrit le commentaire fait le lien entre la perdrix qui a grosso modo une ponte par an et des rongeurs, des campagnols qui en ont beaucoup plus. Et donc, quel serait l'impact de la gestion, la régulation du renard sur ces populations de rongeurs? Est-ce que ça pourrait à un moment devenir problématique? Alors, il y a différentes espèces de rongeurs qui peuvent poser problème en termes de gestion d'un territoire au petit gibier. Donc, il y a différents rats en fait qui sont des prédateurs du petit gibier en soi. Alors, c'est vrai que le renard est un consommateur fatalement de micro-mammifères. Donc, est-ce qu'une régulation en outrance ne va pas faire exploser les populations de rongeurs? Et bien, en fait, on se rend compte que sur certains territoires où il y a une pression très forte sur le renard, les rongeurs n'explosent pas. Pourquoi? Simplement parce que le renard est un opportuniste, donc ce n'est pas lui qui va faire diminuer une population de rongeurs. Il ne va jamais faire qu'impacter sa population si vraiment elle augmente fortement, lui-même va profiter de cette manne alimentaire. Mais il faut bien faire une distinction entre les prédateurs opportunistes et les prédateurs spécialisés. Le renard, c'est un opportuniste. Une année, s'il y a beaucoup de rongeurs, il va manger beaucoup de rongeurs, mais il réagit toujours avec un temps de retard par rapport à l'explosion de la population. À côté de ça, il va manger plein d'autres choses. À l'inverse d'un prédateur spécialisé, je vais prendre par exemple l'hermine. Elle, c'est vraiment une espèce qui est spécialisée dans la capture des micro-mammifères. Elle a une taille qui lui permet de rentrer dans les galeries. Et donc, si on veut justement, j'ai envie de dire, faire diminuer les populations de rongeurs, c'est plutôt des prédateurs spécialisés qu'il faudrait développer. Je vais donner un autre exemple tout à fait concret. Le faucon cresserelle n'a pas d'impact sur les populations de petits gibiers. Il y a quelques études qui citent des cas mais très très faibles de capture de poussins, mais c'est vraiment minime. Par contre, ce sont des consommateurs de micro-mammifères. Développer le faucon cresserelle sur vos territoires, notamment en plaçant des nichoirs à faucons, c'est lutter efficacement contre sa prédation notamment. Donc, est-ce qu'il y a une explosion de rongeurs quand il y a une régulation forte du renard? Non, tout simplement parce que le renard a un impact sur les populations de rongeurs, mais n'est pas le facteur limitant en soi. Charles, si tu veux rajouter un complément éventuellement, n'hésite pas. Non, c'est parfait. Ok, bah alors j'enchaîne avec une question, je pense de nouveau pour toi, Charles. Quelqu'un se demande si un piège a été utilisé pour capturer un renard, le piège vient de capturer un renard, est-ce qu'il pourra recapturer un nouveau renard aussi efficacement? Et donc, bah voilà, on pense notamment aux odeurs laissées par le renard capturé. Oui, alors là, à ce sujet-là, on entend tout et son contraire. Par expérience, bon, vous avez des pièges, le collet à arrêtoir qui est à usage unique, étant donné qu'il va être écroué, donc vous allez devoir le jeter une fois que vous aurez capturé le renard. Mais par expérience, quand dans une zone où vous avez pris un renard, ben, le temps que vous arriviez pour l'euthanasier,
ce renard, il aura uriné, il aura déféqué, il aura laissé des notes odorantes autour de la zone piégée. Alors, c'est toujours un peu la même chose, hein. Vous avez en matière de piégeage des odeurs qui sont des odeurs attractifs, les appâts, etc. Et vous avez des notes qui sont des notes de sécurisation. Le fait pour un renard d'arriver sur un endroit où il sent l'odeur d'autres renards, c'est plutôt quelque chose de positif. Au contraire, contrairement à ce qu'on pense, et même moi, quand je les euthanasie, c'est souvent à la 22, vous n'avez pas évidemment une grosse tache de sang qui apparaît, mais moi, je n'ai pas remarqué personnellement de différence entre le fait d'être très, très, très précautionneux. Ce qu'il faut faire quand vous utilisez les pièges à palettes, c'est absolument que votre piège n'ait pas d'odeur. Le piège en lui-même, qui doit attirer le renard, ce sont les appâts, les leurres, les appâts, mais pas l'odeur du piège. Donc là, vous allez les cirer, vous allez, de toute façon, ils sont atterrés. Parce que si le renard sent une odeur sur votre piège qui est, soit il va gratter parce qu'il va être méfiant, il va se dire qu'est-ce qui se passe, mais il faut surtout qu'il soit focalisé par l'odeur de l'appât ou l'odeur du leurre. C'est ça qui est important. Donc, quand un renard a été pris, vous pouvez le tuer et si vous savez retendre à cet endroit-là, c'est même une bonne chose. Moi, je pense qu'il y a une odeur de confiance qui est sur le lieu de piégeage. Maintenant, on va évidemment trouver des gens qui vont dire le contraire, mais moi, d'expérience, non, ça n'a pas d'incidence. Simon, dans ton exposé, tu as expliqué que l'aménagement de l'habitat, le fait d'améliorer le réseau écologique permettait de réduire la prédation par les rapaces. Alors, une personne se demande si le même principe peut être utilisé pour des prédateurs terrestres, on pense aux renards, ou pour les corneilles. Oui, ça fonctionne très bien. Je vais distinguer donc prédation terrestre, prédation aérienne. Typiquement pour les prédations terrestres, je pense aux renards notamment, développer le réseau écologique, c'est développer les proies. Je l'ai évoqué juste avant, plus vous avez de proies sur un territoire, moins l'effet de la prédation va se ressentir sur une seule espèce. Je vais prendre un cas très classique qu'on observe sur le terrain. Vous avez des mesures agro-environnementales que vous implantez sur votre territoire. Là-dedans, vous allez avoir un développement de rongeurs. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des couverts nourriciers, bien souvent, qu'on va laisser sur pied durant l'hiver. Donc, des mélanges de céréales avec d'autres variétés. Ça développe évidemment les micro-mammifères. En hiver, ce n'est pas un problème, ce n'est pas à ce moment-là qui causent une problématique par rapport aux œufs et compagnie. Par contre, ils offrent toute une manne d'aliments disponibles pour le renard en particulier, les fouines et compagnie aussi. D'ailleurs, lors des comptages IKEA qui se font dans des zones où on a quelques aménagements, on voit très régulièrement les renards qui vont dans les bords des Maheux chasser aux rongeurs. Même des bandes qui ne sont pas vraiment des bonnes zones abri, je pense notamment à la Maheux céréales laissées sur pied l'hiver. C'est intéressant pour l'apport alimentaire que ça procure aux faisans, aux perdrix et compagnie. Par contre, en termes de zone refuge, quand vous arrivez au mois de décembre, la céréale est déjà fort couchée, donc ça ne sert pas de zone abri. Donc très souvent, le gibier va l'utiliser, mais ne va pas s'y réfugier en cas d'attaque. Par contre, la nuit, on retrouve très souvent les renards qui sont dessus pour aller capturer des micro-mammifères. Et ça, j'en veux pour preuve d'ailleurs des territoires qu'on suit depuis plusieurs années qui ont un beau réseau de mesures agro-environnementales développées sur le terrain. On constate, quand on pratique la chasse aux sauteux, qu'il y a énormément de rongeurs qui sont ramenés au terrier. Le mâle ramène des rats pour nourrir sa femelle. Donc, à chaque fois qu'il attrape un rat, déjà c'est un rat de moins pour prendre des œufs au printemps, mais surtout c'est un faisan, un lièvre ou une perdrix de préserver. Donc oui, ça marche vraiment bien. Il ne faut pas hésiter à développer les aménagements de biotopes pour faire diminuer l'effet de la prédation. Très bien. Il y a une autre question, je ne sais pas à qui l'adresser, je l'adresse à tous les deux. Une question qui est revenue par deux fois. Quels sont vos retours d'expérience par rapport aux pièges à ultrasons? Moi, je vais parler de façon générale. Les pièges à ultrasons, c'est un peu comme tous les répulsifs qui vont déranger un petit
peu l'espèce visée, mais une fois que l'animal va se rendre compte qu'il ne lui arrive rien, ben, il y a un phénomène d'habituation au système à ultrasons qui va se faire. Et pour moi, c'est efficace un petit moment, mais pas sur le long terme. Sur le long terme, que ce soit pour une fouine, que ce soit pour un renard, que ce soit pour n'importe quelle espèce prédatrice, ça n'aura pas un effet à long terme. Je pense que quand vous l'avez, le renard, vous l'avez chopé, ben, là, vous êtes sûr de l'avoir, mais que même les flashs, vous savez, on vend, ils ont remarqué ça en montagne en France pour éloigner le super prédateur qu'est le loup. Ils ont installé des banderoles, ça n'a pas suffi. Ils ont installé des flashs avec détecteurs de proximité, ça n'a pas suffi. Maintenant, je pense qu'ils en sont avec des gros chiens de défense. Et là, ça commence à devenir efficace, mais c'est bien plus efficace qu'un petit dispositif à ultrasons. Je rajoute une petite précision. Moi, un intérêt que je vois aux appareils à ultrasons, c'est, comme tu l'as dit, Charles, à une période vraiment très très courte dans le temps. C'est notamment pour ceux qui font du repeuplement à l'aide de gibier élevé sous poule naine. Si par exemple vous élevez des faisans ou des perdrix sous poule naine, quand vous allez placer la poule avec ses jeunes perdreaux sur le terrain, le temps d'avoir une adoption qui se fait entre les poussins élevés par la poule et le couple ou l'individu isolé sauvage, là, ça peut être intéressant parce que c'est généralement une période qui ne dure que 2 ou 3 jours. Et donc là, l'effet ultrason peut être dissuasif pour une fouine ou un renard qui traînerait dans le coin. Donc ça peut être intéressant dans ce cadre-là. Maintenant, je n'ai pas plus d'expérience avec ces techniques-là. Alors, Simon, peut-être une question sur l'impact du sanglier. Quel impact cette espèce a sur les populations de petits gibiers ou d'une manière générale sur les espèces qui nichent au sol? L'impact est désastreux. Ça a été étudié à plusieurs reprises, à la fois par les Français, mais également ici en région wallonne, sur différentes espèces nichant au sol. Natagora a d'ailleurs fait un suivi de nids de tariépas dans certaines réserves, dans certains camps militaires. Et on se rend compte qu'en fait, il a un nez tellement doué et tellement fin qu'il va évidemment avoir une prédation sur les œufs et également une prédation éventuellement sur l'individu en train de couver. Donc oui, projet de petit gibier et sanglier ne font pas bon ménage. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que de plus en plus de conseils synergétiques visent l'éradication totale du sanglier dans les zones où ils sont vraiment voués au petit gibier. Donc ça, n'essayez pas de faire cohabiter population de sanglier et petit gibier, ça ne marche pas. Très bien. Charles, alors une question sur la manière de concilier l'utilisation du piège au collet lorsqu'on est sur un territoire en présence d'une population de chevreuils. Y a-t-il des conseils et des astuces? Ben, déjà, nous, quand il y a beaucoup de lièvres ou du chevreuil, on n'utilise pas le collet. On va utiliser des pièges à palettes. Parce que là, quand malencontreusement vous attrapez un lièvre ou un chevrillard, une chevrette ou un brocard, ben, vous allez pouvoir le relâcher et ben, il n'aura rien grand-chose, il sera pris par la patte. Quand vous arrivez, vous prenez votre veste, vous mettez ça sur la tête de l'animal pour le calmer parce que ça ne va pas lui plaire de vous voir. Mais, mis à part ça, ce sont des pièges qui sont non tuants. Le collet à arrêtoire, si vous avez une forte population de chevreuils ou de lièvres, c'est parfois encore plus délicat. Moi, je le déconseille. Je le déconseille. Surtout que les coulées, c'est archi prouvé, elles sont utilisées par pratiquement toutes les espèces. Quand vous avez une coulée, hein, vous dites, ça y est, c'est la coulée du siècle, vont passer par là des renards, je vais choper du renard. Oui, mais vous risquez aussi de choper du lièvre, du lapin. Et donc, moi, je me dis, piéger, enfin, choper un renard et 10 lièvres, c'est vraiment trop stupide. L'inverse, ma foi, mais non, non. Moi, je ne place aucun collet et mon associé qui piège également. Et je ne connais pas beaucoup de gens qui placent des collets là où il y a pas mal de chevreuils. C'est vraiment à déconseiller. Alors, on dit qu'on peut mettre une croix au-dessus, etc. Par expérience, quand j'allais à l'affût au chevreuil, au brocard, ben, je voyais que les brocards, quand ils passaient, même les brocards bien boisés, quand ils essayaient de traverser une haie,
c'est toujours sur les coulées où passent également les renards, les lièvres qui vont essayer de passer. Et ils passent avec leur tête dans les trous, dans les petits trous. Et si vous, malencontreusement, vous avez mis un collet à cet endroit-là, il va passer. Et je vous ai dit que le diamètre était de 6 cm pour garantir qu'un animal soit encore vivant si c'est un animal qui n'est pas visé, si ce n'est pas un renard. Un chevreuil, 6 cm, vous allez le trouver mort le lendemain. Hein. Alors, comme vous ne savez pas à quelle heure il a été tué, ben, c'est malheureux de jeter 22 kilos de viande en ayant placé inutilement un collet. Donc, moi, je déconseille fortement l'usage du collet là où on sait qu'on a une population de chevreuils et ou de lièvres importante. Le temps file, donc je vais encore prendre le temps de une ou deux questions. Simon, une question par rapport au tir de nuit. Est-ce que tu peux peut-être, donc voilà, l'utilité du tir de nuit pour le renard, est-ce que tu peux peut-être refaire un point sur voilà, ce qui est autorisé, légal ou pas à ce niveau-là, et puis justement, quelle serait l'utilité d'un tel tir? La discussion ne va pas être très longue, c'est totalement illégal. Maintenant, on peut se baser sur des expériences dans d'autres pays. L'Angleterre pratique ce mode de régulation, la France aussi via les lieutenants de louveterie. C'est un procédé de régulation efficace, oui, qui vient se rajouter aux autres. Maintenant, est-ce que la régulation par tir d'une nuit est plus efficace que le piégeage? Là, très clairement, encore une fois, il y a des cas d'études qui ont prouvé le contraire. Un piège, il est mis toute l'année. Enfin, il est mis 24 heures sur 24, donc il fonctionne non-stop. La régulation par tir de nuit pourrait venir en complément d'autres techniques, mais n'aura jamais la même efficacité que le piégeage. Mais donc, de toute façon, là, on n'a pas vraiment à en discuter puisque c'est illégal chez nous. Très bien. Alors, une toute dernière question. Simon, après, je te laisserai la parole pour clôturer. Est-ce qu'une forte population de chevreuils peut déranger le petit gibier? Alors, le seul endroit où on pourra avoir un dérangement, c'est sur les places d'agrainage, notamment en hiver. Maintenant, on a des très fortes populations, on a des territoires qu'on suit à la fois en perdrix ou en faisan, où on a une très forte population de petits gibiers et une très forte population de chevreuils. Les deux cohabitent très bien. Le chevreuil est un animal assez paisible, je vais presque dire doux et passif. Il va se déplacer lentement. Il a plusieurs périodes de la journée durant lesquelles il va manger, puis se reposer et ruminer. Donc, il a un système digestif totalement différent des cervidés. Donc, lui, il n'y a aucun problème. Je pense notamment à des territoires que nous sommes allés visiter en France, où on avait des densités absolument phénoménales de faisans et de perdrix et de lièvres sur le terrain, alors qu'eux ont la chance de bénéficier également de populations de chevreuils à la fois de bois, donc il ne reste qu'au bois dès que le bois a une certaine dimension, mais également une population de chevreuils de plaine, donc qui ne se remise jamais au bois, mais qui parcourt la plaine. Et donc l'un comme l'autre cohabitent totalement, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, ce qui n'est pas le cas du sanglier, comme on l'a évoqué juste avant. Voilà. Alors, ah oui, on en arrive à la fin de l'exposé, j'oubliais déjà. Eh bien, en tout cas, un tout grand merci pour votre participation, un grand merci pour avoir participé. On voit toutes vos questions, ça fait vraiment plaisir de voir un tel engouement. On refera très certainement d'autres webinaires sur des thématiques différentes, dont l'aménagement de la plaine, ce qu'il y a moyen de faire en région wallonne et compagnie. Donc, un tout grand merci pour votre participation. Je rappelle donc la visite sur le terrain le 20 février. On a malheureusement peu de places disponibles puisqu'on doit respecter les clauses sanitaires. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire rapidement. N'hésitez pas à nous contacter également par mail, Charles et moi-même. Si vous avez encore une question, vous souhaitez absolument la réponse, on prendra le temps de vous répondre. Vraiment, il ne faut pas hésiter du tout. Merci pour votre participation. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et à une autre occasion. Merci à vous. Merci.